Salut. Ça va? Regarde, t'as la tenue verte. En fait, en partant, je me suis dit, je sais pas trop quel temps il va faire aujourd'hui. Il faisait 20 degrés, il pleuvait. Je suis J'ai des cookies. On va mourir tellement on a ramené tout. Vous écoutez, les femmes qui lisent ne sont pas toujours dangereuses. Tu as tout ça à lire, mais tu lis quand? Comment tu peux lire autant? C'est impossible de lire autant de livres par an. Voici les questions qui reviennent souvent dans la bouche de nos familles, amis, collègues. Et puis il y a la fameuse question, pourquoi tu lis? Réponse dont on pourrait répondre sur plusieurs pages et dont on pourrait déblatérer jusqu'au bout de la nuit. Mais notre podcast a un temps limité, alors on va faire court. Nous lisons pour tout plein de raisons et surtout par passion. Les lectrices et lecteurs passionnés auront des avis similaires aux nôtres et même peut-être d'autres raisons de trouver refuge dans un livre. Nous lisons pour, attention, l'énumération suivante risque d'être très longue. Pour nous évader, quelle sensation de plénitude que de partir vers un autre monde et de rejoindre une bulle pendant quelques heures de lecture. Pour rêver, pour vivre d'autres aventures que celles de notre quotidien, pour voyager. Rien de plus simple que de découvrir de nouveaux pays, coutumes, traditions en plongeant dans un bouquin et sans quitter son canapé. Et même en amont d'un voyage, lire des bouquins sur le pays, et du coup, c'est super sympa. Ouais. Et puis, quelquefois, on redécouvre des villes visitées, des places traversées à travers les mots d'une ou d'un auteur, et on replonge dans nos souvenirs. Pour apprendre autrement, et même approfondir un historique, sociétal et parfois politique. Pour comprendre le monde qui nous entoure, pour nous bousculer parfois, et pour sortir de notre zone de confort. Et surtout, pour échanger avec d'autres. On pense souvent à tort que la lecture est une passion solitaire, or elle est vectrice de liens sociaux et surtout créateur d'amitié, et nous en sommes la preuve. Et d'autres moments d'échange le prouvent, comme les rencontres avec des auteurs organisées par les librairies, les médiathèques, ou encore les rencontres littéraires et book clubs organisés par des passionnés de littérature. Il y a ces livres qu'on échange, qu'on offre, qu'on se glisse de main en main pour partager les mots et émotions ressenties. Vous l'aurez compris, on lit et on aime lire pour tout ce que le livre nous apporte, car lire nous enrichit, nous fait grandir, nous élève même quelquefois. Lire ouvre l'esprit, en plus de développer l'imagination, et surtout réduit le stress, et ça c'est prouvé scientifiquement. Au bout de 6 minutes, tu réduis de 60%. C'est énorme. C'est énorme. 68 ou 60. Très bon argument. On n'est pas stressé. Non. Lire est notre passion, et c'est avec vous que l'on a décidé de la partager à travers ce podcast. Vous écoutez Les femmes qui lisent ne sont pas toujours dangereuses, épisode 2. Ce podcast est présenté par Laura, Mina, Karine et Karen. Le rêve du pêcheur de Emily Boom. Dans la catégorie Les envies d'ailleurs, on a choisi de parler du rêve du pêcheur. Alors pourquoi? Parce que on a toutes les deux, je crois Mina et moi, on a toutes les deux participé à la rencontre qui était organisée par Babelio. C'est marrant, alors je sais pas pour toi, mais Babelio en général, moi les rencontres, j'essaye de toujours avoir une personne que je connais. Enfin, c'est un peu bête parce que normalement, c'est les rencontres, ça te permet de découvrir de nouveaux auteurs, mais là, la plupart du temps, je suis allée voir des auteurs assez connus. Et en fait, j'ai vu la couverture et je me suis dit, pas mal. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai été prise. Et ensuite, après, j'ai vu sur Instagram, tu me dis, mais moi aussi, je suis dedans. Donc ça, c'était chouette. Je suis arrivée très en retard. Je me suis avec, je crois, 30 minutes parce que je m'étais gourée d'adresse, encore une fois. Et du coup, et Mina était adorable parce que, du coup, c'était avec Cécile aussi. Et du coup, vous m'aviez gardé une place au milieu. Donc, j'ai pas trop dérangé les gens quand je suis arrivée. Tout, la rencontre a eu lieu chez Gallimard. Le lieu était magnifique. Les locaux sont incroyables. Ouais. Pour parler du coup du rêve du pêcheur, pour vous faire une petite introduction, pour moi c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux vous laisser découvrir justement. Et c'est un roman qui est quand même très dense. Ouais. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'allers-retours et c'est ça qui fait la force du roman. Exactement. Aussi.
Alors moi, ce que je dirais juste en introduction, c'est de vous dire qu'il y a un homme, un pêcheur justement, qui est au Cameroun, parce qu'il a vécu des échecs dans l'enfance et que du coup sa vie peut-être il la trouve peut-être un peu simple. Finalement, rêve de grandeur, et il se trouve que dans son village va se construire une usine. Et la modernité arrive en fait dans ce village, et lui rêve d'avoir les biens que tous les autres ont. Ça va être un four, je crois. On va commencer par un four, ce genre de choses. Et une moto, exactement. Un lave-linge. Ouais. Et ça va complètement bouleverser sa vie, c'est-à-dire son envie de faire partie, d'avoir une réussite qui soit visible. Et justement, ça va aussi engendrer beaucoup de changements et alors je saurais pas dire des conséquences sur la vie aussi de ses enfants et des prochaines générations de sa famille. Exactement. Donc c'est un livre sur plusieurs générations, donc on suit 3 personnages différents, et c'est vraiment quelque chose moi j'ai trouvé très très fort. Je l'ai lu, j'ai lu très rapidement, j'ai vraiment été extrêmement touchée. Je trouve que c'est un roman très tendre aussi c'est ce que je disais, je vais vous en parler après, mais d'un autre roman de cette autrice là, et je trouve qu'en fait j'ai vraiment le sentiment qu'elle les aime, ces personnages. Moi moi aussi je les aime, et j'ai adoré. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de rencontrer cette autrice, allez-y, parce qu'elle est super chouette, super adorable. Alors moi j'ai vraiment adoré ce roman aussi. Alors quand on l'a proposé pour notre lecture, du coup je me disais tiens, c'est une nouvelle, pareil, hein, un peu comme toi, c'est une nouvelle autrice, je connais pas trop. Enfin d'habitude tu vas plutôt vers les auteurs que tu connais. Donc là je me suis dit ça va être bien, parce que je vais découvrir une autrice en plus qui est camerounaise, parce que mon père il est camerounais. Donc alors moi ça m'a beaucoup touchée, parce que j'ai vécu aussi au Cameroun pendant quelques années, donc pendant mon enfance jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Et en fait il y a plein d'expressions qu'elle reprend quand elle parle même des plats, en fait, camerounais. Enfin, moi, ça me rappelle plein de choses, en fait, que j'ai vécues durant mon enfance, et j'ai adoré. Quand elle parle aussi de la mentalité là-bas, il y a plein de choses que j'ai retrouvées, et j'ai trouvé que c'était vraiment réel. Donc, du coup, ça m'a ramené un petit peu à l'enfance. Et c'est le côté qui m'a vraiment beaucoup touchée. Après, je trouve que c'est une autrice qui écrit très bien. Elle a de très belles phrases. Enfin, moi, j'ai noté plein de choses. Et j'ai vraiment adoré. Comme toi, je trouve que les personnages, ils sont super attachants. Enfin, tu t'attaches à tous les personnages. Elle prend le temps de les décrire, de décrire leurs ressentis. Et tu arrives, en fait, toi, t'as une sorte d'empathie, en fait, finalement. T'arrives à te mettre à leur place et à ressentir en fait ce qu'ils pouvaient ressentir à ce moment-là. J'ai trouvé ce livre vraiment magnifique. Je suis d'accord. Du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'effectivement, on est dans une double temporalité. Donc, en fait, avec celle du grand-père qui est à peu près dans les années 60, si je me trompe pas, et celle plus contemporaine d'un autre personnage. Et au tout début, moi, j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait, ils portent plus ou moins les mêmes prénoms. Il y a Zach et Zacharias. Zacharie, pardon. Et en fait, au début, j'ai un peu du mal. Je me suis dit, du coup, pour moi, le grand-père, c'est Zacharie et le personnage contemporain, c'est Zach. Donc, j'ai essayé de me les garder comme ça pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Et effectivement, c'est l'histoire du grand-père et comment le choix de ce grand-père, parce qu'il voulait effectivement assurer une vie à sa famille au moment où lui il vivait, mais aussi comment le choix qu'il a fait, du coup, va impacter les générations suivantes. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'autrice montre ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, l'arrivée du capitalisme dans un village de pêcheurs où l'intrigue se passe. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le côté très psychologique. Alors, pour la petite histoire, Zach, donc le personnage contemporain, est psychologue, et il dit non mais en fait, moi j'ai pris un peu cette profession par défaut parce que avec ça, il y avait que de la place dans cette formation-là, et en fait, il suit cette formation en France, donc il vient à l'université de Nanterre, qui au demeurant m'a beaucoup plu parce que c'était la fac où j'ai étudié. Non mais c'est vrai. Et en fait, à un moment quand il l'a décrivé, je me suis dit mais oui, c'est ma fac. et en fait, je voyais les locaux de psychologie, etc. Donc je le resituais, arrivé, un petit jeune, et puis c'est trop marrant parce que quand il arrive en France, qu'au début il vit à Douala, il se retrouve avec des vêtements colorés, il a pas le style vestimentaire des Français, et tout ça qui fait que ça se passe en Afrique, mais lui il arrive en France et il a besoin de comprendre son passé pour mieux vivre son présent. Et c'est vrai que du coup en ça l'autrice elle a réussi vraiment brillamment, je trouve, à bien
vraiment mettre le bon côté psychologique et à montrer effectivement que le poids familial, aussi ce que l'on porte en nous, parce qu'au final, on est quand même aussi le résultat de plein de choses. Et effectivement, moi, j'ai beaucoup aimé qu'elle montre que les secrets de famille, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans cette famille-là, surtout liés à la mère, etc. Voilà, tout ce qu'on peut porter en nous, et en fait, tout notre héritage familial, et en quoi aujourd'hui il apparaît en fait. Et en fait, on l'a en nous, même si on s'en rend pas compte. Et ça a un impact aussi. Et ça a un gros impact. Et avant que tu prennes la parole, Laura, je voulais ajouter quelque chose, parce que comme je vous l'ai dit, le roman il m'a beaucoup touchée de toute manière, mais je sais pas si vous vous souvenez du passage où il parle en fait des noms de famille. Où il dit les noms de famille, en fait, c'est pas forcément les mêmes. Même que son beau-père, il souhaite donner son nom de famille à sa petite fille. Enfin, du coup, à la fille de Zach. En fait, ce passage-là, c'était quand ils sont en France. Et moi, ça m'a marqué dans le sens où c'est parce que j'ai l'impression que le beau-père, il a honte que sa fille soit mariée avec un Camerounais. Du coup, il voudrait garder le prénom un peu plus français pour ses petites filles. Et justement, lui, il s'est battu pour que ses filles portent son nom. Et je trouve ça vraiment un passage qui est très fort, justement, et qui montre bien... le beau-père, il dit quelque chose qui est très vrai. Il dit, mais de toute manière, ce que j'ai appris, c'est que dans ton pays, les enfants ne portent pas forcément le nom du père. Et moi, j'ai vécu ça. Parce que j'avais pas forcément le nom complet de mon père. Et quand je suis arrivée ici, puisque ma mère, elle est française, quand je suis arrivée ici, donc du coup... sur mon acte de naissance français, ils ont décidé de changer mon nom de famille. Ah ouais, c'est pour que je puisse avoir le même nom que mon père. D'accord. Et du coup, ça m'a trop rappelé ça aussi. Et je me suis dit, non, mais c'est vraiment ça. Alors, mais juste pour aparté, en France, si on a le nom du père, c'est grâce ou à cause, moi, j'en sais rien, mais du code Napoléon. En fait, c'est à partir du code Napoléon qu'effectivement, le nom du père, c'est le nom qui est sur l'état civil. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, le nom, c'est le nom de la mère. Et du coup, en fait, tu prends le nom que tu veux. Non, lui, il se bat justement pour que ses filles portent son nom à lui. Ouais. Non, mais du coup, dans le roman, ses filles portent son nom à lui. Ces passages-là. C'est un passage qui a marqué. Il y a aussi le passage, justement, où sa femme n'arrive pas à coiffer les cheveux des deux petites filles. Et puis elle dit, mais oui, tu vois, je connaîtrais ta mère, je connaîtrais ta famille. On aurait pu, du coup, avoir un lien et elles auraient pu m'apprendre. Et du coup, cette famille-là que tu m'as cachée, ce secret que tu m'as caché, j'aurais aimé le savoir. Donc c'est ça qu'elle le pousse aussi à repartir au Cameroun pour qu'il retrouve ses origines, retrouve ses racines et dévoile ses secrets de famille. Il est bien tombé, je trouve. Je suis désolée, mais moi, cette femme, je trouve qu'elle est précieuse dans sa vie. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée dans ce roman, c'est qu'on a des hommes sensibles, des hommes qui font beaucoup d'erreurs pour leur famille, pour protéger leur famille. Mais à l'inverse, on a des femmes très fortes, des femmes courageuses et de très très beaux portraits de femmes. En fait, les hommes et les femmes sont très beaux, mais pour une fois, on a des hommes qui pleurent, qui font des erreurs, qui savent pas vraiment où est-ce qu'ils vont mettre les pieds. Des hommes extrêmement sensibles et on a des femmes qui sont brillantes, qui sont fortes et qui portent en fait le poids de leur famille sur leurs épaules, et ces passages-là sont c'est un roman de femmes au final. C'est un roman qui met en avant 3 hommes, parce qu'il y a aussi le petit garçon au milieu. Mais c'est aussi un roman où les femmes, elles ont un très très beau rôle, elles sont très très bien racontées, et je trouve que l'auteur a un talent de conteuse, parce qu'elle nous emporte avec elle dès le début du roman. On est au Cameroun, on est à Nanterre, on est après dans les rues de Paris. Elle a une écriture qui est très lumineuse, qui est très sensible, et pendant tout le roman, on voit pas le temps passer. Alors, même s'il est très dense, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, c'est dur de résumer en 5 minutes. Mais c'est un roman qui nous emporte, qui nous entraîne aussi, et on suit ces personnages, on suit ces allers-retours, on suit tous ces secrets qui au fur et à mesure se dévoilent, s'emboîtent, et c'est vraiment, c'est passionnant. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'émotions, et c'est un roman qui est magnifique, il faut vraiment, vraiment le lire. Pour faire le lien justement avec un autre livre, j'avais envie en fait de continuer sur Emily Boom, donc cette femme, donc l'autrice dont on a parlé là. Emily Boom donc a écrit aussi un roman qui s'appelle Les jours viennent et passent, et moi directement après avoir lu Le Rêve du pêcheur, je suis allée acheter ce bouquin, mais même je l'avais avant, je crois. Je venais de l'acheter quand on a rencontré l'autrice, et vraiment ça a été pareil, un coup de cœur. J'ai adoré ce livre-là. Je vais pas vous en dire beaucoup, même pas du tout. Lisez-le, c'est aussi bon que Le Rêve du pêcheur. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ce roman, donc je vous invite à le lire aussi.
Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. Bon, vous en avez sûrement entendu parler, vous avez vu ce bouquin passer plusieurs fois sûrement sur les réseaux sociaux. Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, donc aux éditions Philippe Rey. Un livre qu'on a quand même toutes les 4 apprécié énormément. Donc c'est l'histoire de Tarek. Tarek qu'on va suivre des années 80 jusqu'aux années 2000. Tarek qui vit en Égypte, qui est issu d'une famille aisée. Donc son père est médecin, donc il devient médecin à son tour, donc il suit les traces de son père. À la mort de son père, il récupère son cabinet. Très bonne relation avec sa maman et sa sœur, même si sa sœur parfois elle a des petites crises de jalousie parce qu'il est très apprécié et sa mère est très fière de lui. Donc voilà, il se marie, donc voilà, il a une vie plutôt normale, Tarek. Et puis un jour, il fait la rencontre d'Ali. Alors Ali, c'est un jeune homme de 17 ans qui vient le voir pour qu'il puisse l'aider avec sa maman qui est malade. Et c'est une rencontre qui va en fait bouleverser sa vie, mais vraiment tous les aspects de sa vie, à jamais. Et c'est un très beau roman. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'aimerais que vous puissiez découvrir de par vous-même certaines choses. Je trouve qu'il est très bien écrit aussi. J'ai adoré la plume de l'auteur. Il y a beaucoup de sensibilité, en fait, beaucoup de douceur dans ce roman, dans ce récit. Et la deuxième chose que j'ai trouvée vraiment très intéressante ici, c'est que il parle à la deuxième personne du singulier. Donc dans la première partie, en fait, le narrateur s'exprime parle à la deuxième personne du singulier en parlant de Tarek. Donc forcément, je suppose que ça vous est arrivé aussi, les filles. On se pose la question de savoir mais qui est l'auteur en fait ou qui est l'autrice finalement. Ah, je me suis pas posé cette question. Moi, au bout d'un moment, au début, je lisais, tu vois, j'étais à fond, et puis au bout d'un moment, je fais mais qui parle en fait? J'ai aimé le fait qu'il y ait 3 pronoms. Il y a 3 parties, 3 pronoms. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, je me suis pas dit, je me suis dit, ça se trouve, c'est un style de l'auteur et que il n'y avait pas spécialement de personnes qui, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être pas forcément un truc un peu caché derrière, c'est juste un style d'écriture. C'est le narrateur, qui est omniscient. Oui, ça peut arriver, mais moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qui est la personne qui parle, en fait? Et, pour moi, c'était un peu comme une mini-enquête, vous savez. Les causes mysteries, forcément. J'étais là, alors, c'est qui? Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est, voilà. Donc c'était, j'ai trouvé ce livre vraiment intéressant. Ça a été un gros coup de cœur, vraiment. Je pense que pour l'instant c'est ma meilleure lecture de l'année pour le moment. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors moi pareil, je vais être tout à fait d'accord avec toi, Karine. C'est un coup de cœur, c'est mon coup de cœur actuellement de l'année 2024. Car Éric Chacour, il réussit quand même un exploit, celui de nous ensorceler dès les premières lignes. Dès que j'ai commencé le roman, j'ai pas du tout réussi à le lâcher. Et je sais pas, j'ai tourné les pages et même quand j'ai dû le lâcher parce que il y avait la vie à côté, je me suis dit j'avais hâte de retourner dans ce roman parce qu'il a, je sais pas, il a ce pouvoir de nous prendre comme ça et de nous amener dans cette histoire on est tout de suite embarqué et rien que pour ça, bravo Éric Chacour parce que vraiment c'est rare ce genre de roman. En fait, effectivement, ce narrateur omniscient, il m'a pas perturbée. Moi, je trouvais ça très intéressant, du coup, d'avoir ce côté recul, d'être un peu spectatrice. Et ça faisait comme si moi-même, j'étais là en train de découvrir un personnage, comme si le narrateur me parlait à moi et en même temps, je découvrais qui était Tarek, la relation avec sa famille, du coup, sa rencontre avec Ali, tout ce milieu de l'Égypte, du coup, à cette période-là, donc je crois, j'ai plus en tête les années 80. C'est ça, on est dans les années 80. Donc tout ce milieu-là où c'est quand même une période où on voit que les changements vont arriver, parce qu'il y a quand même des changements qui vont arriver. Et c'est aussi, le personnage de Tarek, c'est aussi quelqu'un qui, effectivement, on va dire, est plutôt parfait. Enfin, il réussit sa vie, il suit très très lisse. En tout cas, au départ, il est très lisse. Il arrive comme ça, il suit, il se dit, je vais faire médecin comme mon papa. Il y arrive sans problème. Il a de bonnes relations avec sa famille. Il épouse sa copine, son amour d'enfance. Ça a l'air de bien se passer, en tout cas, de manière globale. Et puis, il fait cette rencontre-là, donc Ali, et il découvre la mère de cette personne. Et là, il y aura un chamboulement. Donc, pareil, on va pas dire quoi, comment. Et voilà. Donc,
ça va faire en sorte qu'il va partir, parce que du coup, il y a une période qui se passe en Égypte, mais après, il migre au Québec, et on va essayer de savoir pourquoi il est parti. Alors, c'est aussi mon coup de cœur. C'est pas mon coup de cœur de l'année parce que je crois que j'ai eu trop de coups de cœur cette année. Je n'arrive pas à faire de choix ni de sélection. On va dire qu'il est dans mon top 10. J'ai beaucoup aimé. Et moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est vraiment cette voix. C'est cette voix qui m'a emportée dès les premières pages, qui nous emmène et ce qui nous compte, oui, la vie de Tarek, la vie aussi de l'Égypte, tous les changements sociétaux, tous les faits sociétaux, parce qu'il est comme lui ici une famille aisée. Donc, on voit vraiment la différence entre sa vie à lui, où ils sont, du coup, ils ont une bonne situation, ils ont une maison, ils ont des domestiques, et puis la vie quand il va au dispensaire, où là, on voit la pauvreté, on voit les gens qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas forcément se soigner s'il n'y a pas ce médecin qui vient bénévolement, ils n'auraient pas les soins nécessaires. Et du coup, l'auteur, il a vraiment une écriture qui est très élégante. C'est vraiment, il incarne l'élégance, il incarne la maîtrise de son style, la maîtrise de tous ces mots qu'il emploie. Et ça fait qu'on aime ce roman, on peut pas le lâcher, on est plongé dedans dès le départ. Et puis quand c'est la dernière page, on est un peu triste de quitter. Donc on voit que c'est un roman qui a eu des coups de cœur partout parce qu'il a beaucoup de prix. Il a encore eu le prix des libraires cette semaine. Et félicitations. Oui. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est un auteur, du coup, je crois que c'est son premier ou deuxième roman. Premier roman. Ouais. Et il a déjà son fan club. Parce qu'il a quand même ses fans sur Instagram qui le suivent, qui vont partout où est-ce qu'il dédicace, qui prennent même le train ou l'avion pour aller le retrouver. C'est rare pour un premier roman d'avoir déjà son fan club de constituer, donc félicitations à lui. Du coup, moi, j'ai peut-être pas une bonne idée d'avoir fait ce roman. C'est le truc. Non, en soi, c'est pas casser le roman, puisqu'en fait, je l'ai beaucoup aimé. Mais j'ai encore cette idée, je sais pas si ça vous influence ça, mais le fait qu'un livre soit tendance, parfois, ça me braque, en fait. J'arrive pas à m'immerger complètement. Et pourtant, j'ai quand même réussi la première partie. J'ai adoré la première partie. Franchement, j'étais complètement dedans. Et quand il y a eu un changement dans la narration, vraiment, ça m'a frustrée. Et ce sentiment-là, il est resté jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, je voulais retrouver la première partie, et c'est comme si on m'avait on m'avait reculé, on m'avait éloigné en fait du personnage, et c'est vraiment un autre angle qu'on m'a donné que je ne voulais pas, et j'aurais voulu rester dans cette première partie-là, donc cette description. Donc un bon roman, les sujets sont passionnants, les personnages en tout cas sont très touchants, mais voilà, moi j'ai perdu le fil à un moment donné, et je le regrette. Mais c'est comme ça arrive. Tu dois être une des seules personnes. Mais je sais. Tu vas te faire lyncher sur les réseaux sociaux, attention. Ben non. En fait, c'est que si, peut-être, ouais. Venez, on va en discuter. Que le fan club écoute, c'est la dernière partie. Je vais couper. On va parler que toutes les trois. Non, mais après, voilà, je te rejoins sur la plume, je te rejoins sur l'écriture qui est absolument formidable, et je suis hyper contente pour lui, comme premier roman. Je crois que tout auteur rêve d'avoir quoique je sais pas, parce que au final, c'est la deuxième. Ouais, c'est ça. Je pense que ça met beaucoup de pression pour le deuxième. Pour autant, il mérite en tout cas tout l'engouement qu'il y a autour. Je suis très contente pour lui, et je lirai les autres livres. Ça m'empêche pas, mais je sais pas, je pense que j'étais dans ça dépend aussi de l'ambiance dans laquelle on est quand on lit un bouquin, et ce changement, c'est trop brusque pour moi. Voilà, c'était tout. Oui, on n'a pas forcément trouvé de lien. Du coup, il n'y aura pas de pour aller plus loin, parce qu'on n'a pas trouvé de roman qui aborde les mêmes thèmes ou qui parle de la même histoire. On n'arrive pas réussi à trouver de lien, donc c'est vraiment un livre qui est unique alors. Voilà, il est unique. Pourtant, on a cherché, parce qu'on a passé au moins 5 minutes à essayer de trouver. On voulait faire des parallèles avec les films, mais non. Même un film, on n'a pas trouvé. Non, mais par contre, oui, c'est un auteur à suivre, parce que sur les réseaux, il est vraiment présent. Et en tout cas, il a l'air vraiment d'être quelqu'un d'assez gentil. Donc, du coup, on est content que ce roman marche bien. Oui, et puis tu disais que tu l'avais entendu en interview. Oui, voilà. Et en fait, j'écoutais plutôt l'interview qu'il avait faite. Je crois que c'était sa première interview française avec un groupe du coup de filles qui ont créé
Du coup, sur Instagram, ouais, sur Instagram, Instagram. C'était sur Instagram, ouais. Et puis, du coup, c'est un groupe de lectrices qui se nomme Un Book and the Five, et elles l'ont interviewé. Et je crois effectivement, si je me trompe pas, enfin à revérifier, mais je crois que c'est la première interview française qu'il a faite. Et il racontait du coup son histoire, l'histoire de ce roman. Et pendant cette interview, j'ai trouvé l'auteur très très sincère, parce que c'est vrai que quand on entend des interviews, qui sont, on va dire, plus professionnelles, on peut voir effectivement qu'il y a c'est arrangé ou qu'il y a des choses comme ça. Et voilà, il était très authentique. Et en fait, c'était très rigolo parce que sur cette interview-là en question, il était au travail. C'était pendant sa pause déjeuner ou sa pause travail. Ouais, non, mais vraiment. Et à un moment, il disait, mais à un moment, il y avait une des filles qui lui disait, mais quand est-ce que tu reviens en France? Quand est-ce que vous revenez en France? Il disait, non, mais moi, là, j'ai déjà pris tous mes congés parce que du coup, non, mais ça, on n'y pense pas. Mais il a un vrai travail derrière. Et il disait, non, mais là, j'ai exposé tous mes congés. Je sais pas si mon employeur me redonnera des jours. Et voilà. Donc, du coup, je pense que non, mais voilà. En fait, j'ai regardé quelques interviews aussi sur YouTube, et il a l'air très simple et assez authentique, en fait, comme auteur. Il est pas prise de tête. Et puis, il parlait. J'ai écouté une interview dans laquelle il parlait aussi des odeurs au Caire. Et c'était très intéressant parce que du coup, dans son bouquin, il en parle beaucoup des odeurs. Et de la nourriture aussi. Oui. Donc du coup, il en parlait. Il revenait en fait sur ses souvenirs des odeurs. Il disait, voilà, moi, il y a des odeurs particulières. Il avait du mal à... c'est ce qu'il disait, en fait, on a du mal à décrire une odeur, c'est vrai. On a du mal à décrire une odeur, mais lui, il y a certaines odeurs qui lui rappellent automatiquement, du coup, le Caire. Je trouvais ça super intéressant aussi. Donc, à découvrir, absolument, si vous l'avez dans votre palle, dans votre wishlist. Si vous n'avez jamais entendu parler, parce que vous n'avez jamais entendu parler. À découvrir, absolument. Les sacrifiés de Sylvie Le Bihan. Enfin, ma poche, il est plus sympa. Donc, de quoi on parle? Alors, du coup, on va parler maintenant du roman Les Sacrifiés de Sylvie Le Bihan. Donc, c'est un roman qui a été initialement publié aux éditions de Noël et qui est publié aujourd'hui en poche aux éditions Point. Donc en fait, cette lecture, pour moi, elle balaie une large partie de l'histoire espagnole et elle traite aussi beaucoup de sujets. Donc en fait, on va commencer par le personnage principal qui est Juan Ortega. Donc désolée pour ma prononciation espagnole, j'en ai jamais fait. Non mais moi j'ai pas fait espagnol, j'en ai jamais fait de ma vie. Donc voilà, donc le personnage principal va être Juan Ortega qui en 1925, il a 15 ans et il vit à Séville dans le milieu de la tauromachie. Donc son père, c'est un célèbre torero et lui, il est plutôt doué en cuisine. Donc c'est un très bon cuisinier. Il va se retrouver au service d'un autre torero très adulé de l'époque qui s'appelle Ignacio Sánchez Mejías. Donc il va suivre ce torero à Madrid car Ignacio décide comme ça du jour au lendemain de quitter son foyer andalou. Il abandonne femme et enfants pour aller vivre avec sa maîtresse Encarnación à Madrid. Donc quelque part, déjà, c'est un choc, parce que c'est dans ce milieu, dans les années 20, c'est un choc, parce que du coup, cet homme, donc Ignacio, il quitte son foyer pour aller vivre avec sa maîtresse. Et ça, c'est un choc dans la communauté gitane auquel ils appartiennent, parce qu'il y a aussi tout ce côté-là, les cultures gitanes, le torero, etc. Donc, Juan, il va déjà vivre ce premier déracinement pour aller à la capitale avec un homme qu'il ne connaît pas forcément bien, et pour vivre une vie à laquelle il n'était pas destiné. À Madrid, il fait pas forcément rencontre avec la fameuse Encarnación et la sœur de celle-ci, de cette vie madrilène. Il va commencer à, du coup, ça va être le début pour lui de tous les grands changements et il va découvrir plutôt un milieu intellectuel et artistique
auquel il n'était pas du tout destiné, auquel il n'y connaissait plutôt rien du tout. Et surtout, il va suivre ce couple Ignacio Encarnación dans leur tribulation de couple, donc à la fois à Madrid, parce que c'était quand même un couple, on va dire, assez libre, voilà, et très, c'était je t'aime moi non plus. Enfin, il y avait vraiment pas mal de choses dans ce couple, mais voilà, très passionnel. Et surtout, il va les suivre aussi dans leur tribulation au gré de leur voyage dans le monde. Ils sont partis à New York, à Madrid, à Paris, enfin ils vont un peu partout. Mais ce qui est aussi surtout important dans ce roman, c'est qu'au fur et à mesure que les chapitres ils avancent, on a toute l'histoire espagnole qui se déroule sous nos yeux. Donc depuis de 1925 jusqu'à presque jusqu'à l'année 2000 effectivement. Et on a notamment la montée du franquisme en Espagne et les conséquences que ça a pu avoir sur la population espagnole. Du coup, t'as un peu tout dit. J'ai résumé le plus gros, en fait. Donc, on va dire que l'histoire est résumée. Voilà. Donc, je vais dire ce que j'en ai pensé. Voilà. C'est un roman, pour moi, qui est en 2 parties. Alors, la première partie, elle est vraiment passionnante parce que c'est intéressant de suivre justement ce jeune garçon qui vit dans un milieu très familial, très protecteur et qui se retrouve, du coup, dans la grande ville à Madrid, puis à New York, puis à Paris et qui, à chaque fois, est émerveillé par tout ce qu'il découvre. Et finalement, ce qui le rattache un peu à sa famille, c'est toujours son amour de la cuisine, cette passion que lui a transmis sa mère. Et donc, toute cette partie-là, pour moi, on sent l'effervescence, c'est très riche. Mais après, quand Ignacio il décède, de toute façon, c'est pas un secret parce que c'est un personnage qui a réellement existé, c'est un vrai toréador qui est très connu et il y a une fiche Wikipédia si vous voulez découvrir sa vie. Il y a beaucoup de personnages, justement, qui sont réels. C'est Encarnación, pareil, c'est Nancy Flamenco, pareil, qui est très connu aussi. Ouais. Donc, et notamment dans des interviews de l'autrice, elle le cite bien qu'elle a placé en fait non, c'est juste elle a intégré en fait de la fiction dans leur vie et donc c'est un côté très intéressant de. Je pense que Juan c'est le seul personnage fictionnel finalement totalement. Au milieu de tous ces personnages à la vie artistique très riche. Et donc pour moi en fait au décès d'Ignacio, il y a un essoufflement dans le roman. On sent que ça a du mal à reprendre son rythme ensuite, il se passe moins de choses, donc du coup la deuxième partie est un peu plus lente et beaucoup moins passionnante. Un petit peu plus politique surtout aussi. Et du coup, ce que je retiens de ce roman, c'est que c'est un livre qui parle justement des passions, donc aussi bien de la passion amoureuse qui est un peu dévastatrice, mais aussi des passions qu'on peut avoir pour la danse, pour les arts en général. C'est aussi un livre qui parle d'exil. Parce que donc Juan va devoir fuir à Paris pendant le franquisme, donc il s'exile aussi, il perd aussi ses racines espagnoles. Si je peux te couper, notamment l'autrice dans une interview, elle expliquait aussi que le titre Les Sacrifiés, en fait, ça parle aussi des sacrifices qu'on fait pour les autres, pour du coup pour nos passions, pour vivre en fait. Et je trouve que c'est pas mal justement, c'est plutôt bien imagé, plutôt bien construit autour de ce sujet-là. Sûr, oui. Et du coup, c'est aussi un récit qui fait voyager parce que pour le coup, on est vraiment en Espagne, on ressent la chaleur de l'Andalousie, on a les odeurs aussi des plats espagnols, on voit la lumière, le soleil. Donc vraiment, c'est une écriture qui est très captivante, mais il faut savoir que la deuxième partie est un peu plus lente. Il faut s'accrocher. Moi, je te rejoins complètement sur. J'ai quand même beaucoup moins accroché, sachant qu'en plus quelques mois auparavant, j'avais lu La Sœur de la Lune de Lucinda Riley, l'un des livres des 7 sœurs, qui du coup traite ce sujet-là justement de la communauté gitane pendant les franquistes, c'est ça qu'on dit ? Le franquisme. Donc du coup, j'avais l'impression d'avoir une redite et c'est dommage. Je pense que je l'aurais vu totalement différent si j'avais pas lu ce bouquin-là avant. Moi, par contre, l'autrice, je la connais déjà. J'avais lu son roman qui s'appelait Qu'il emporte mon secret, que j'avais beaucoup aimé. Pareil, je préfère pas en dire beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de secrets dedans et je préfère que vous le découvriez. Mais en tout cas, ça m'avait beaucoup plu. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai préféré en tout cas ce roman-là que Les Sacrifiés. Voilà. Mais c'est vraiment mon avis très propre. Hein, vraiment. C'est à moi-même. Alors moi, c'était le premier bouquin de l'autrice que je lisais, donc je l'ai découvert avec celui-ci. C'est un bouquin que j'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé le côté un peu historique où on apprend, on revoit en tout cas certaines choses de l'histoire de l'Espagne. J'ai bien aimé aussi le fait d'intégrer un peu cette communauté gitane, de voir un petit peu comment ils fonctionnaient, etc. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'on ait un personnage créé totalement par l'autrice autour de personnes qui existaient déjà.
moi j'ai bien aimé le fait qu'elle l'écrive comme ça. Oui, surtout que moi, il y en a, je connaissais pas du tout. Enfin, c'est Ouais, aussi la découverte de certains. C'est pas Federico Garcia Marquez qu'on connaît. Enfin, Ouais. c'est Ouais, des tout à fait. Du coup, c'est ça que j'ai été regarder après qui était Exactement. Je suis tombée sur le roman qu'il a réellement écrit, qu'on peut aussi se procurer. Ouais. J'ai J'ai regardé fait ce qu'était Incarnation, les danses qu'elle avait fait. Exactement. Donc moi j'ai fait pareil. J'ai fait. Après j'ai regardé un petit peu les interviews qu'elle avait pu faire Sylvie Le Bihan, les personnages qui étaient dans son roman, qui étaient des personnes qui existaient vraiment. J'ai regardé un petit peu et j'ai vu qu'elle avait. Il me semble qu'elle a mis quand même pas mal de temps à écrire ce bouquin parce qu'elle voulait vraiment qu'il soit le plus réaliste possible. Elle voulait pas faire d'erreur, voilà. Donc du coup, elle a quand même mis plusieurs années, je pense, il me semble, si je me trompe pas, à écrire ce bouquin. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une réussite. Tu vas sauver le livre. Vraiment, j'ai aimé ce livre, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le caractère qu'elle donnait aux personnages. Encarnation, c'est un personnage que moi j'ai trouvé assez agaçant, qui était assez dérangé. Un coup elle est contente, un coup elle est pas contente. Il faut s'adapter en fait finalement tout le temps à elle. Elle était assez égoïste aussi, j'ai trouvé. Ah oui. Mais en même temps, elle reflétait un petit peu la société d'aujourd'hui, quoi. Enfin, aujourd'hui, on trouve des personnes un peu comme ça. Et puis, j'ai aimé tout le côté... Elle est envahie par son art, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment... et plus rien ne compte autour. Exactement, Ouais. c'est ça. Et j'ai adoré ce côté-là. Alors, on a Juan qui est fou amoureux d'elle et qui reste amoureux d'elle pendant plusieurs années. Et elle le sait. Ça m'a Et elle en joue. Et elle en joue. Et là, c'est pareil. C'est que c'était agaçant aussi. Je vous rejoins. Mais c'est tellement réel. C'est tellement ce qui se passe dans la vie que j'ai aimé en fait le fait qu'elle le raconte comme ça. Voilà, c'est ça, c'est plausible. En même temps, Incarnation, elle pousse aussi Juan à s'émanciper parce que du coup, on le lui, il le voit pas comme ça. Il le voit pas, mais en fait, au final, c'est grâce à elle que lui s'émancipe, même s'il s'en rend pas compte tout de suite. Mais nous, le lecteur, on s'en rend compte parce qu'en fait, il fait plein de choses. Il la suit déjà, donc je pense que c'est un truc, des choses qu'il aurait pas fait si voilà. Il aurait pas eu cette vie-là. Il aurait pas eu cette vie-là, et en fait, toute sa vie, toute la vie de Juan, il l'a eu, je vais pas non plus dire grâce à elle, mais en fait, grâce à cet amour qu'il a porté à cette femme, parce que tout de suite, il a un coup de foudre pour elle dès le départ, alors elle était encore, du coup la maîtresse, la femme, la compagne de son ami Ignacio. Et je rajoute, parce qu'on en a déjà parlé, mais qui était Encarnation, c'était la fiancée de son frère à lui, Juan. Ça, c'était du coup au départ. C'était au départ Encarnation, c'était la Minute People. Du coup, la femme du beau-frère de Ignacio, son beau-frère décède parce qu'il était aussi torero. Lui, du coup, elle devient l'amante de Ignacio. Donc le beau-frère du coup de son ancien mari et Juan du coup qui est le petit frère adoptif d'Ignacio tombe aussi amoureux. Donc on a un triangle amoureux. Elle est un peu maudite en fait comme amante. Ouais, c'est ça. Pardon, je t'ai coupé du coup, Mina. Non, je disais juste effectivement que Juan il s'émancipe aussi beaucoup grâce à elle. Et puis à la fin, ce qui est aussi à souligner, c'est que en fait ce livre c'est aussi une histoire de destin gâché, mine de rien. Enfin, c'est vraiment entre les morts qui meurent dans le milieu de la tauromachie, parce que voilà, ils meurent des fois pendant le combat. Donc là, du coup, effectivement, c'est des destins gâchés. Alors après, pour un art, on va pas non plus rentrer dans le débat de la tauromachie pour ou contre. Voilà. Mais en tout cas, c'est des gens qui meurent. Et puis voilà. Mais c'est surtout un destin gâché. Et on s'en rend vraiment compte. Mais là, je vais pas spoiler. Mais c'est dans une des dernières scènes du roman. Et là, on se dit, non, mais c'est pas possible, parce qu'il y en a une qui a réussi à garder tout ça, et qui aurait pu sauver la situation, etc. Et là, on se dit, non, mais elle voilà. Bref, je ne dirais pas plus. Lisez ce roman pour le savoir. Destin gâché, tu vois. Je trouve que c'est de la vie. C'est juste, moi aussi. Ouais, voilà. Enfin, je sais que c'est frustrant. Ouais, non, mais bien sûr. On aurait pu avoir autre chose, tu vois, mais je trouve que c'est aussi chacun d'entre nous, on fait des choix, et on décide de s'attacher à certaines personnes, et pourquoi pas d'autres, et au final, donc sa vie finalement, est-ce que je suis pas à la place de Juan, mais je me dis que peut-être que lui il a une autre vision de ce qu'il a vécu. Peut-être effectivement. En tant que c'est frustrant, mais en tant que lecteur, personnellement, j'aime bien finir sur une note positive. J'étais vraiment déçue de la tournure que prenait la fin. Ok, non mais je comprends. Mais moi c'est vrai que pour moi c'était vraiment représenté. Non, mais en fait, oui, t'as raison. Ouais.
C'est plus réaliste. Voilà. Voilà, c'est plus réaliste. Et c'est le côté que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman. Et pour aller plus loin, en recommandation, c'est le livre du coup de Marie Charelle. Donc, Marie Charelle, on l'avait présenté la dernière fois dans notre premier podcast, parce qu'on avait lu Les filles de Lac Placide. Et donc en complément, moi j'ai lu Les danseurs de l'aube, où là on retrouve aussi l'univers du flamenco, l'univers de l'Espagne. C'est une rencontre entre un jeune homme et une jeune femme, et ce qui les relie, c'est la danse. Et il y a des très très belles descriptions justement du flamenco, de ces corps qui s'unissent, qui résonnent vis-à-vis de la musique, et c'est un super beau roman que je vous recommande. Du coup, on va passer à la dernière partie du podcast, donc la battle. Donc, on va être 2 contre 2. On présente 2 poches et le but, c'est de donner envie et convaincre les autres de lire ce poche et de repartir avec à la fin de l'émission. Et au final, c'est un battle, mais au final, vous finissez toujours par prendre le bouquin. Donc, moi, c'est vous convaincre vous, mais voilà. Mais... Donc, on va commencer avec Karen. Et le premier qu'on va vous présenter, c'est Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors. Alors, c'est un premier roman et c'est une histoire d'amour moderne. Parce que du coup, on sait très bien qu'ils ne finiront pas ensemble. Je savais pas, et du coup, à chaque fois, j'arrive toujours ça. Mais j'ai pas lu la 4e de couverture, donc, et là, j'étais, bon, je me suis écoutée. Non, mais ça qui m'a donné envie de découvrir ce roman, c'est qu'il est, du coup, c'était vendu en mettant une histoire d'amour moderne. Donc, du coup, c'est intéressant de pas avoir une histoire d'amour un peu classique, un peu à l'eau de rose, les contes de fées, dont on a grandi avec. Et là, on est à New York, dans les années 2000. On est un soir de Saint-Sylvestre, donc Cléo, qui a 23 ans, elle rencontre Franck, qui lui a la cinquantaine. Il travaille dans la publicité et c'est un coup de foudre, il tombe amoureux tout de suite. Et 6 mois plus tard, il se marie. Donc c'est un couple qui est très libre, qui évolue dans un milieu très artistique. Donc elle va se marier en petite nuisette bleue. Et lui, il est en costume crème et haut de forme. Et toute la suite, en fait, ça va être le tourbillon de leur vie. Le fait que c'est un amour qui est passionnel, c'est un milieu artistique où il y a beaucoup sexe, drogue et alcool. Et on va voir du coup toute la démolition de ce couple qui s'aime mais qui s'aime mal et qui n'arrive pas du coup à réellement s'aimer. Alors qu'ils s'aiment mal, juste préciser, il n'y a pas de violence ou quoi que ce soit. Mais je suis d'accord avec toi, ils s'aiment mal mais parce qu'ils veulent bien faire. Mais au final, il y a quelque chose qui bloque. Et en fait, quand on dit aussi qu'ils s'aiment mal, c'est que du coup, ils veulent évoluer, ils veulent devenir le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est la personne qui les accompagne fait de son mieux pour essayer justement qu'ils aillent jusqu'à justement le meilleur de Franck et le meilleur de Cléo. Et au final, c'est peut-être pas la bonne personne, mais ils essayent. Je crois que c'est ça, ils essayent tellement, et moi c'est ce qui m'a le plus touchée. Moi aussi, ouais. Parce c'est hyper tendre, c'est un amour très fort. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, non, mais raison. Et j'ai aussi beaucoup de personnages. Oui. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que ils ont aussi leur vision du couple. Donc on a aussi un autre angle du couple. Que du coup l'angle de Cléo et Frankenstein et de Franck, pardon, je rentre dans parce que c'est des petits noms qui se donnent en fait. C'est leur Frankenstein. Et c'est vrai que du coup c'est histoire d'amour moderne, histoire d'amour pas triste. Non, au final. Non, c'est pas vrai. En vrai, ils ont une vraie amitié l'un pour l'autre. Ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et c'est ça vraiment qui est touchant. Et oui, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais forcément ils n'y arrivent pas. Et puis ils évoluent sur des amis qui sont aussi très libres avec plein de notions de couple différentes. Et finalement, on est un peu loin de la normalité du couple. Et ça qui est intéressant dans ce roman, c'est ils se rencontrent, ils se marient, ils vivront pas ensemble, ils auront pas d'enfants.
mais ils vont avoir beaucoup de respect l'un envers l'autre et beaucoup d'amitié. Et même s'ils se séparent, ils resteront proches. C'est ça qui est beau. Tout à fait. Et je dirais même qu'il y a une autre histoire d'amour cachée derrière que je trouve absolument fabuleuse. Ouais. C'était pour ajouter Ouais, le petit c'est ça. côté mystère. Et ouais, voilà. C'est vrai que c'est un livre, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois complètement déjanté. Il y a des grands passages d'humour, très drôles. Et il y a des passages qui sont extrêmement touchants et qui, même, limite, te font venir les larmes parce que c'est très, très beau, le lien qui les unit. Ça parle de santé mentale, ça parle de toute façon de douleurs d'enfance aussi, aussi, soigner, à essayer de guérir. Et du coup, ça aborde tellement de sujets. Oui, moi j'ai été très prise par ça. Je trouve que c'est un côté un peu Gatsby magnifique. Avec l'univers des fêtes, l'univers de cette liberté. Il y a quand même beaucoup de liberté dans ces pages aussi, dans cette histoire, et c'est une belle découverte. Oui. Et puis, je suis encore là-dessus. Moi, je suis très marketing, donc couverture très très sympa. Ouais, couverture très sympa en poche, couverture très sympa aussi en broché. Vraiment, les deux couvertures étaient très très belles et c'est une auteure aussi à suivre parce que c'est son premier roman, mais c'est très intéressant. C'est vraiment très bon. Ouais, c'est génial. Okay. Allez-y, lisez-le. Alors, évidemment, on va le lire. Vous avez donné envie, là. En plus, il n'y a pas de débat, là, cette fois-ci, on s'entend. On est d'accord. On est d'accord. Donc, du coup, c'est encore plus les deux personnes qui lisent ce livre. Alors, nous, à peut-être pas être d'accord. Mais Mina, du coup? Oui, pour Cléopâtre et Fringale-Châle, oui, en fait, moi, je vais bien aussi le découvrir. J'avais cru comprendre, alors peut-être que je me suis trompée de roman, parce qu'il y avait une histoire d'emprise psychologique, mais en l'occurrence, quand vous en parlez, c'est pas le cas. Ça se trouve, on se plante complètement les victimes derrière. Non. C'est peut-être un autre roman, donc, il y a vraiment pas d'emprise psychologique. Il y a des connards. Il y a un connard. Il y a pas d'emprise psychologique. Non, moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti du tout. Non. Et même s'il y a une grande différence d'âge, justement, ils ont, un amour que au départ passionnel. Il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de domination, ouais. Il y a beaucoup de respect. Okay. Écoutez, vous le découvrez. J'espère qu'on se plante pas parce que. Moi, c'est pas comme ça du tout que j'ai. Non, mais j'ai lu le après, je vous dirais, mais il me semblait avoir lu un truc dessus comme ça, ou peut-être que je me trompe de roman. Donc je vais le lire et je vais voir si c'est le cas. Alors nous, on est parti sur un autre type de sujet, du cozy mystery, évidemment. On a voulu faire plaisir à Karine. Donc Karine va prendre la parole pendant 107 ans. Alors on est parti sur un livre de Joanne. Alors je sais pas si on dit Fluck ou Fluck, je suppose que c'est Fluck. Tu peux pas m'aider. Alors je crois que c'est Joanne Fluck. Les enquêtes d'Anna Swenson. C'est donc, Anna Swenson, oui, c'est elle qu'on suit. Donc c'est une pâtissière. En fait, pour parler un petit peu d'elle, donc elle revient dans sa petite ville des États-Unis, donc sa petite ville natale. Elle change de vie complètement. À la base, elle était prof, donc elle revient s'installer dans sa ville natale et elle ouvre une boutique de cookies. Là, ça nous parle. Le cookie jar. Donc, du coup, les affaires marchent bien pour elle. Elle recommence vraiment sa vie. Et à l'intérieur de cette petite ville, donc on a sa famille, on a l'une de ses sœurs en tout cas, qui est mariée à un shérif. C'est ça, un shérif. Voilà. Shérif, en fait. Le shérif. Et sa maman qui est assez agaçante en fait en réalité. Et tout se passe bien pour Anna, jusqu'au jour, en tout cas dans ce tome 1, alors c'est une saga, où elle va découvrir son livreur mort. Ouais. Près du cookie jar. C'est un cul d'eau. Voilà, exactement. Alors du coup, forcément, c'est son beau-frère qui va prendre l'affaire, qui va enquêter, et elle, évidemment, elle va essayer de s'insérer dans le truc. Donc forcément, elle va mener son enquête aussi en parallèle, donc de son côté. Parfois, elle va essayer de poser des questions à son beau-frère pour avoir quelques réponses et pouvoir avancer sur le sujet. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça fait... Alors, il y a un petit côté un peu girly que j'aime bien parce que voilà, c'est une pâtissière, elle adore... j'adore le sucre, donc elle aussi, forcément. Et en plus, à l'intérieur du bouquin, il y a plusieurs recettes. Là, ça parle à tout le monde ou pas? Voilà, donc il y a plein de petites recettes. Oui.
J'ai essayé, ouais, forcément. Donc j'ai essayé certaines recettes, pas toutes, celles qui me parlaient le plus. Et puis après, il y en a plein. Hein, dans chaque tome, vous avez des recettes. C'est la marque de fabrique, je crois. Voilà, c'est vraiment saga, ça. Ouais. Alors, il y a autre chose que moi j'aimerais bien préciser aussi. Attention, c'est un bouquin qui est assez vieux. Donc il est sorti aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, les éditions Le Cherche Midi ont décidé de le traduire en France, du coup. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que du coup, il y a des moments qui peuvent vous paraître un peu surprenants. Par exemple, quand on n'a pas de portable aujourd'hui dans un livre, c'est un peu bizarre. Donc du coup, voilà. J'imaginais beaucoup plus. Moi aussi, pareil. Donc non, c'est une saga qui est assez qui date du début des années 2020, voilà. 2000 pardon même. Et effectivement, moi du coup, je le savais pas. Alors là, j'ai vraiment découvert par hasard dans le roman. Et à un moment, oui, effectivement, alors elle parle du téléphone. À un moment, elle dit je vais attendre, il faut que je rentre chez moi pour appeler. À un moment, tu prends pas ton portable. Et en fait, non, il y a pas de portable, ça n'existait pas encore. En tout cas, c'était pas aussi diffus et on va dire à portée de tous à l'époque. Et c'est vrai que en fait, mine de rien, moi j'adore les romans historiques, mais là ça m'a fait trop bizarre parce que en fait c'était pas un roman historique pour toi. Non, en fait quand t'as commencé à lire, non, c'est un roman de cosy mystery. Non, par contre, non mais tu sais, des fois dans les romans historiques on s'y attend. Oui, ils sont là en train d'envoyer une lettre, ça prend 3 plombs pour que le correspondant y réponde, et là tu dis oui c'est normal, ça se passe au XVIIIe siècle, okay. Mais là pour moi ce roman il datait là de nos années là, et donc du coup j'étais très très étonnée de ça. Mais bon, bref, il y a pas que ça qui m'a étonnée. En tout cas, moi j'ai bien aimé parce que c'est vraiment un cozy mystery vraiment très gourmand. Donc oui, les questions de cuisine, toutes les pages, franchement, moi vraiment ça, si tu prends pas 1 kilo après avoir essayé, c'est clair. Tu sors les gâteaux en même temps, le tout, tu sors tout. En fait, moi franchement, j'avais envie de manger tout le temps, et puis moi j'ai pas fait les recettes, mais vraiment c'est un livre qui te pousse à manger. Donc attention, si vous faites un régime, ne lisez pas. Mais oui, après moi j'ai bien aimé effectivement. Alors j'ai bien aimé le contexte, c'est une petite ville fictive, tout est beau, la vie est belle, tous les gens ils sont gentils, tout le monde vit c'est plutôt idyllique, etc. Et là, bam, il y a un meurtre, donc un petit livreur de la laiterie locale, de toute façon on n'a qu'une seule, qui meurt. Alors on essaie de comprendre qui a fait quoi, comment. Forcément on sait que ça va être quelqu'un de petit village, de la ville en question. En fait il y a tous les codes du cozy mystery, on va dire classique. Donc ça, après on passe un bon moment, etc. Mais c'est vrai que encore une fois, moi, ce qui me dérange dans ce genre de roman, c'est le côté trop attendu. En fait, on sait déjà ce qui va se passer. Là, c'est un premier tome introductif, donc ça se passe plutôt bien. Ça, on lit, on s'attache au personnage. Anna Swanson, vraiment, c'est une femme que moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est un personnage assez rigolo. Elle est, du coup, c'est une femme indépendante. On sait pas trop pourquoi elle est revenue. En fait, on sait, mais on sait pas. Alors, elle raconte un peu, donc on va pas non plus rentrer trop. Mais on le sait dans le premier tome ou ça arrive dans le deuxième? Alors, on le sait un petit peu dans le premier, donc on commence à en parler, mais on rentre pas forcément dans tous les détails. D'accord. On a quelques idées, donc après il y a eu, de ce que je comprends, une relation un peu abusive dans le passé. Bon, voilà, mais voilà, de toute façon c'est un premier tome introductif, et là je sais pas jusqu'à combien il y en a, mais je pense qu'il y en a 10. Donc moi personnellement je les suivrai pas tous, mais en tout cas voilà, donc il y a tout ça, et effectivement il y a aussi tous ces clichés donc qui sont positifs et négatifs, qu'on aime bien lire comme ça pour un tome, mais moi personnellement je pense que pour moi ça va être gonflant si je continue, parce que je me dis à chaque fois je saurais que ça se passe dans le coin. En fait j'aime pas toutes ces résolutions un peu trop faciles où effectivement à la fin du roman il y a la résolution, on trouve le meurtrier, je veux dire, ce qui est c'est toujours un peu la même chose, c'est voilà, on le sait qu'il y aura une résolution, mais par contre des fois on se dit oui ok d'accord, et voilà. Et moi ce qui m'a aussi dérangé, c'est la mère, vraiment la mère elle a vraiment un côté très pas old school, mais vraiment elle fonctionne à les années 2000. Il faut que sa fille trouve un mari, parce que c'est pas possible qu'elle soit toute seule et célibataire. Donc à chaque fois elle essaie de c'est pas un livre féministe quoi. Elle essaie de lui organiser des dates tout le temps. Elle est très chiante. Il y a aussi, alors là aujourd'hui on en parle plus, mais c'était moins choquant à l'époque, encore une fois en 2000, mais par exemple des questions de poids, genre il faut qu'elle soit parfaite, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui toutes ces questions-là, elles sont, on va dire, les dictates, etc. Mais c'est vrai que lire ça, c'est vrai que c'est un peu aussi, ah oui, c'est vrai. Et
Ça te ramène dans les années 2000. C'est ça me ramène vraiment dans les années 2000. Et voilà, c'est surtout ça que je n'ai pas trop aimé dans ce roman. Mais sinon, vraiment, on passe un bon moment, ça se lit bien, on n'est pas déçu. Après, moi, personnellement, je suis pas très fan de ce genre de cosy mystery parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai été déçue. J'avais déjà lu la saga Agatha Raisin et en fait, oui, je l'ai lu au départ. Si, en fait, j'avais beaucoup aimé dans les 5-6 premiers tomes et puis à un moment, on se dit, bah non, c'est toujours la même chose, etc. Et j'ai peur qu'avec cette saga, ce soit la même chose. Du coup, on va dire, c'est du même registre. C'est du même registre. Ah oui, carrément. C'est le même type. Mais c'est tous les codes. En fait, tu vois. Sauf que du coup, finalement, Agathe Raisin, c'est le contemporain de celui-là, en fait. Non, c'est pas la même histoire, c'est pas la même autrice, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est, oui, ça se passe. Je crois que c'est 2010, Agatha Ouais, Raisin. c'est plus, on va dire, plus récent. Et Agatha Raisin, c'est en Angleterre. Ouais, ça se passe en Angleterre. Alors que celui-là, en fait, il est un peu différent parce qu'il est aux États-Unis, alors que le Cozy Mystery, normalement, c'est anglais. D'accord. Donc voilà. Alors, il est publié en poche aux éditions Point. Ouais. Et puis voilà. Donc, si vous avez envie de manger un petit peu avant vos vacances, de manger plein de gâteaux, de prendre il y a beaucoup de pages de thé. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Attention, je te coupe Karine, mais en fait, il y avait 2 histoires en un. En fait, il y a l'histoire qui se termine et en fait, à la fin, il y a une petite nouvelle. Alors, ça s'appelle le Joyeux Noël Candy. Personnellement, je l'ai pas lu parce qu'en fait, à un moment, j'en ai fini. J'ai dit non mais stop. Voilà. Non mais en fait, c'est trop mielleux. Enfin, voilà. Il y a trop de sucre. Il y avait trop de sucre pour moi là. J'ai pris l'overdose. Ouais, quand ils ont sorti une petite nouvelle en fait qui suit effectivement l'histoire principale. Je pense pour pouvoir aussi donner envie de lire. Il y en a énormément des tomes. Alors là, pour l'instant, au niveau de la traduction, je pense qu'on en est au tome 10, c'est sorti. Mais aux États-Unis, il y a plein de tomes. Alors je ne pourrais pas dire combien, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Après, pour les amoureux de Cozy Mystery, c'est magnifique. C'est comme les Cozy Mystery, tu retrouves tout. Mais après, attention, parce que c'est un peu ce que Mina, elle disait, c'est que peut-être au bout d'un moment, tu te l'associes. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Au début, ça peut être sympa. Après, il faut que l'autrice ou l'auteur puisse trouver le truc qui te fait rester quand même continuer la saga, quoi, tu vois. Pour l'instant, la seule saga de Cozy Mystery que j'aime beaucoup, c'est les détectives du Yorkshire. Là, j'ai pas encore fini. Je pense que je suis à la 3e ou 4e. Et je fais un parallèle. Ouais, je trouve qu'il est beaucoup mieux. La relation des deux personnages, ils sont bien. Les tomes, ils se renouvellent à chaque fois. Les personnages sont toujours les mêmes et ça se renouvelle. C'est pas du copier-coller entre guillemets sur la trame narrative. Mais les détectives du Yorkshire, moi j'ai préféré. Alors peut-être que j'ai comparé à ça. Et je me suis dit, non mais Meurtre et pépites de chocolat, c'est très bien pour les recettes, tout le côté gourmand, etc. Mais si on doit commencer par un Cozy Mystery, alors on peut commencer par par celui-là. Mais si on vraiment veut un truc un petit peu plus travaillé, je pense que les détectives du Yorkshire, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Là, c'est très bien. C'est moi. C'est ma saga chouchou. Je comprends pareil. Est-ce que vous voulez lire Meurtre et pépites de chocolat? Est-ce que ça vous donne envie de manger? Vous devez découvrir le Cozy Mystery en général. Alors, moi, découvrir le Cozy Mystery, parce que je n'en ai jamais lu. Ah ouais? Non, jamais. Ok. C'est pas un genre qui m'attire. Je comprends, oui. Moi, moi, j'ai lu Agatha Raisin. C'est Agatha Raisin. J'ai lu un bouquin et c'était sympa à lire. La quiche fatale. Non, La Fontaine. Là. Non, mais il fallait commencer par le premier, c'est la quiche fatale. Moi, j'ai commencé par le 9 ou un truc comme ça. J'ai pris au pif. Il faut tenter. Et en fait, il m'a manqué plein d'éléments. Enfin, pas d'éléments sur l'histoire de base, mais sur l'histoire d'Agatha Raisin, avec du coup ses amants, son histoire, machin. Oui, en effet, j'étais un peu larguée. Du coup, c'est pas un genre qui me déplaît, qui me déplaît, puisqu'en fait, je trouve ça très sympathique à lire, et du coup, en fait, ça te sort, et du coup, tu rentres dans une espèce d'histoire, dans un petit monde, dans un c'est ça. Dans le même genre, je sais pas si vous connaissez le film Hot Fuzz. Si vous avez l'occasion, si vous aimez le Cozy Mystery, franchement. Mais après, moi, c'est un duo d'acteurs que j'adore, et j'essayais de chercher justement le nom du réalisateur.
Non, mais Ça on le s'appelle mettra en Edgar Wright. description. Et en tout cas, si vous avez l'occasion, en termes de, ils se sont inspirés du Cozy Mystery, ils ont fait un truc très humoristique, j'adore. Donc en fait, ça me donne plus envie de revoir ce film-là. Mais au final, franchement, je suis plutôt ouverte, donc je pense que oui, je vais le lire. L'histoire de, de toute façon, quand on me présente un bouquin, je sais pas dire non. Donc, ça, je dis, le battle. D'ailleurs, si ça te plaît pas, t'auras des recettes dedans. Et rien que pour ça, ça fait livre de cuisine en même temps. Ouais, c'est clair. Et on ramène les gâteaux la prochaine fois. C'est ça. C'est terminé. Bah oui. Ça y est, c'est fini le podcast numéro 2. Parce que j'étais plus à l'aise que la dernière fois. Merci de nous avoir écoutés. Peut-être aussi remercier les personnes qui ont écouté le podcast, qui nous suivent sur Instagram et sur sur toutes les autres plateformes. Oui, c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à lire les romans, à se les partager et à vous les partager. Donc on espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à nous écouter. C'était Karen, Karine, Nina et Laura.